Bonsoir. Et si vous appreniez un jour que pour la première fois, si la Terre entière apprenait un jour que pour la première fois, un être humain a ressuscité, vous seriez alors confronté, bien sûr, au plus grand des mystères. Dans cette émission, nous vous avons souvent rapporté les expériences les plus folles, les aventures les plus insensées pour parvenir à ce rêve vieux comme l'humanité qui est de défier la mort. Eh bien, il se trouve un homme en France, le premier, le seul, un médecin qui s'est lancé dans cette aventure folle et qui a tout mis en œuvre pour ressusciter son épouse. Vous allez suivre cette histoire extraordinaire dans quelques instants. Mais en attendant, comme d'habitude, voici les autres mystères de votre soirée en quelques images. C'est un château pas comme les autres. Il aurait conservé les traces des événements tragiques qui s'y sont déroulés au fil des siècles, au point d'y rendre le séjour insupportable jusqu'à ce que ses maléfices soient neutralisés. Les Américains l'appelaient Rain Boy, le garçon qui fait la pluie. Et le fait est que Don Decker, en 1983 en Pennsylvanie, déclenchait d'étranges phénomènes. 9 personnes dignes de foi, dont plusieurs policiers, en ont témoigné publiquement. De tous les défunts qui se manifestent ici-bas, Georges Moranier, décédé en 1973, est sans doute l'un des plus actifs. Sa mère et ses 2 sœurs disent recevoir de lui des messages presque quotidiens. Un cas exceptionnel de communication avec l'au-delà. Le 12 mai 1977, près de Nancy, le corps de Ginette Kazmierzak est retrouvé presque totalement carbonisé. Il se serait consumé de lui-même, sans qu'on y mette le feu. C'est le mystère de la combustion spontanée ou autocombustion. Voilà donc le programme de notre soirée et nous allons commencer tout de suite avec l'aventure extraordinaire, incroyable du docteur Raymond Martineau. C'est dans la crypte de ce château que repose Monique, la compagne du docteur Martineau. Par amour, ce médecin a tenté l'impossible. Juste après sa mort à l'hôpital, il a congelé le corps de Monique dans l'espoir qu'on pourra un jour la ressusciter et la guérir. Ce procédé de congélation s'appelle la cryogénie. Et Monique est la seule en France à reposer dans cette étrange tombe un appareil de congélation maintenu à moins 60 degrés depuis bientôt 10 ans. On peut dire que c'est une très belle histoire d'amour, mais de tout temps ça a été comme ça. Quand on soigne les gens, on met la science au service des sentiments. Hein. Quand on a un parent, un père, une mère, une femme, une fiancée qui est malade, on met la science au service des sentiments. C'est le but de la médecine d'ailleurs. Je me fais des soucis, docteur. Raymond Martineau est gynécologue. Pour lui, amener les enfants jusqu'à la naissance, c'est la chose la plus belle du monde. Son métier le passionne et il ne cesse de rassurer les jeunes mamans qui craignent toujours pour la vie de l'enfant qu'elles portent. Écoutez, pensez plutôt à la vie, c'est ce qu'il y a de plus important pour vous. Croyez-moi, j'ai l'habitude, tout se passera bien. Au revoir. Au revoir, docteur. À ses heures de loisirs, dans son château près de Saumur, le docteur Martineau continue de travailler. Loin de l'hôpital et des regards indiscrets, il travaille sur la mise au point d'une technique très particulière. Une technique qui permettrait de conserver un corps après sa mort jusqu'à ce que les progrès de la médecine permettent de le ramener à la vie et de le soigner. Voilà. Cette technique, c'est la cryogénie. Elle consiste à congeler des parties du corps humain. Les scientifiques travaillent déjà sur ce sujet depuis plusieurs années. Ils tentent de congeler des cellules, certains tissus, certains organes, mais ils n'ont jamais mis au point un appareil permettant de congeler un corps humain en entier. C'est sur cet appareil qui n'existe pas que le docteur Martineau travaille jour et nuit. Car depuis son plus jeune âge, l'idée de la mort lui est insupportable. Il veut réussir à aller au-delà et il compte sur sa femme de 13 ans plus jeune que lui pour le mettre dans la machine dès qu'il viendra mourir. Il est tard, tu devrais t'arrêter. Oui, je sais, chérie, tu as raison. Raymond et Monique forment un couple très uni depuis 20 ans. Leur amour va grandissant avec les années et ils partagent tout. Chaque jour, il la tient au courant de ses recherches. J'ai lancé la fabrication. C'est formidable. J'y comprends pas grand-chose, mais je suis sûre que tu vas y arriver. Ça fait tellement longtemps que tu travailles là-dessus. Non, je t'aime. La cryogénie,
faut en fait se référer aux États-Unis ou au docteur Martineau. Pour la France, qui est un artisan de cette activité, mais pourrait se définir comme étant la tentative de conservation du corps humain entier. À l'âge de 7 ans, j'ai pleuré quand j'ai su qu'on disparaissait, qu'on aboutissait à la destruction physique, à la mort. Et j'ai toujours été décidé, motivé, comme on dit maintenant, à faire cela. Enfin, après 10 ans de travaux et de recherche, le grand jour est arrivé. Le docteur Martineau conduit sa femme dans la crypte du château. C'est là qu'il a construit la machine de ses rêves. Celle qui lui permettra de transgresser les lois du corps humain. Avec émotion, il la montre à Monique, car elle lui avait tenu cachée jusqu'à ce que l'appareil soit complètement terminé. L'aboutissement de toutes mes recherches. Je l'ai fait. Regarde, le pupitre de commande. Attention à la gaine. Tu as tous les boutons. Je te donnerai toutes les instructions précises. Tu les suivras bien. Tu me le promets? Oui, je te promets. Alors là, tu es engagé. Mais malgré la joie de son mari, Monique est bouleversée. Face à cet appareil, elle ne peut s'empêcher de penser à la mort de celui qu'elle aime. Et surtout, elle est assaillie par un curieux pressentiment. Un pressentiment si fort qu'elle va arracher à son mari une étrange promesse. Et si je mourais avant toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça pourrait arriver. Mais non, ça peut pas arriver. Je voudrais que tu me promettes quelque chose. Si ça se passait, je voudrais que tu fasses ta première expérience sur moi. Promets-le. Promets-le. Je te le promets. Comme j'étais plus âgé qu'elle, je pensais m'en aller le premier. Et on en avait parlé bien avant. Elle était complètement d'accord pour que le processus se fasse comme cela. Quelque temps plus tard, Monique est prise de nausées, de malaise et d'atroces migraines. Elle fait des examens médicaux. Convoqué par son médecin, Raymond Martineau se rend très inquiet à l'hôpital. Là, il apprend la terrible nouvelle. Monique souffre d'une tumeur au cerveau qui peut à chaque instant comprimer son système circulatoire. Elle est condamnée et n'a plus que quelques temps à vivre. Raymond Martineau est effondré. Il se souvient de l'insistance avec laquelle sa femme lui avait demandé sa promesse si elle venait à mourir avant lui. Dans un premier temps, Raymond Martineau cache à Monique la gravité de sa maladie. Il essaie de faire comme si tout était normal, mais maintenant, quand il la laisse se promener seule dans le jardin et qu'il monte travailler, il la surveille de loin. Il peut la perdre à chaque instant, mais ne veut pas rester auprès d'elle en permanence, de crainte d'éveiller ses soupçons. Monique se sent de plus en plus mal. Elle est soudain envahie par une douleur terrible et une angoisse indescriptible. Dans son bureau, Raymond Martineau fait des efforts surhumains pour se concentrer sur son travail. Mais quelque chose l'en empêche. Il entend comme un appel. Monique n'arrive pas à crier, mais tout son cœur et toute son âme vont vers son mari en cet instant qu'elle croit le dernier. Sans entendre un cri, Raymond Martineau aperçut la douleur de sa femme. Monique est hospitalisée immédiatement. Elle sait qu'elle vit ses derniers instants. C'est moi qui pars la première. Je veux pas que tu sois triste. On a été tellement heureux tous les deux. Ce serait fini. Je ferais que tu le fasses sur moi. Ce sera la meilleure façon d'entrer à la maison maintenant. Monique s'est évanouie. Raymond Martineau sait que son cœur va lâcher d'une minute à l'autre. Tout est prêt pour préparer son corps à affronter le froid dès qu'elle rendra son dernier soupir. L'interne est là pour assister le docteur Martineau. Docteur, il faut y aller. Raymond Martineau est terrassé par le chagrin, mais il faut faire vite. Aidé de l'interne, il fait les gestes nécessaires pour préparer le corps à supporter la congélation.
Eh bien, il y a d'abord une grande douleur pour la perte d'un être aimé, et puis tout de suite l'action pour ne pas qu'elle soit détruite. Hein. Elle a cessé ses fonctions vitales à l'hôpital d'Oreille-Malmaison, et avec l'interne, nous lui avons injecté un anticoagulant et un antigel, de l'héparine et du Dextran, pour éviter au maximum les dégâts dus à la congélation. Ça peut être considéré comme une opération dans le futur, mais enfin une opération médicale, une simple opération médicale et chirurgicale. La tentative de Dr Martineau, je la trouve très poignante, dans la mesure où d'ici une vingtaine d'années, on devrait avoir mis au point à la fois les antigels adéquats et les techniques qui permettront ce type de tentative. Elle a été pendant une semaine au Funérarium du Mont Valérien à moins 15 degrés centigrades. Ensuite, j'ai eu l'autorisation de l'amener au château de Preuil, près de Saumur. Doucement. C'est là, dans la crypte du château, dans ce caisson de congélation que Raymond Martineau a entièrement conçu et qu'il avait préparé pour lui, qu'il va déposer le corps de sa femme Monique, arrachée à la vie à l'âge de 49 ans, alors qu'elle était de 13 ans plus jeune que lui. Ouvrez le congélateur. Moins 85 degrés. 7 secondes. Pour le docteur Martineau, c'est l'ultime espoir. Pendant plus de 10 ans, il a fait des recherches pour lutter contre la destruction inévitable qu'apporte la mort. Il va bientôt fermer la lourde porte de cet étrange cercueil. A-t-il réussi à vaincre la mort et à changer le destin? C'est fini, docteur. Elle a été mise dans le caisson de congélation que j'avais commandé en 1974. Et avec une pointe à moins 85 degrés centigrades pendant 2 heures, 3 heures. Et ensuite, à moins 55, moins 60 degrés centigrades tout le temps. Actuellement, les conditions dans lesquelles Mme Martineau a été congelée interdisent tout espoir que les cellules qui ont été abîmées, qui ne vont pas se régénérer comme ça par enchantement, puissent rétablir à l'organisme des fonctions même minimales possibles. La famille ne s'est pas opposée, et puis même du côté scientifique et médical, le corps médical ne m'a jamais contré. Hein. Aujourd'hui, 10 ans après ce drame, Raymond Martineau dit que la probabilité de réanimer Monique dans le futur est infime. Il espère malgré tout que les progrès de la science pourront un jour permettre de sauver sa compagne et que sa tentative servira à la médecine. Beaucoup de cellules sont abîmées, mais je crois que dans le futur, on fera des choses extraordinaires dont on n'est même pas conscient. Je suis extrêmement optimiste. Enfin, ça, c'est une conviction personnelle. Une conviction, ça n'est pas scientifique. Pour être sûr que le corps demeurera intact, Raymond Martineau a installé un groupe de secours qui alimente le caisson en cas de panne électrique. Le congélateur est constamment surveillé et maintenu à la bonne température. À un moment donné, j'ai été hospitalisé à l'hôpital de Saumur et j'ai demandé à une infirmière ce qu'elle pensait de mon affaire. Elle a levé les yeux au plafond, soulevé les bras au ciel, et elle m'a répondu « Il faut bien qu'il y en ait un qui commence ». Monique repose ici depuis 10 ans. Personne ne sait exactement dans quel état elle est, mais, tel le gardien du temple, Raymond Martineau veille sur son sommeil. Il prépare un autre caisson de congélation pour y être lui aussi congelé après sa mort et peut-être retrouver Monique un jour. C'est son fils qui déposera son corps et qui veillera sur eux. La tentative de Raymond Martineau pour parvenir à survivre au-delà de la mort est-elle vaine et vouée à l'échec? Ou pourrons-nous un jour, par ce procédé, arriver à réaliser l'un des plus vieux rêves de l'humanité? On peut aussi penser, bien sûr, que quel que soit le résultat de la tentative de Raymond Martineau, quoi qu'il arrive, de toute façon, elle pourra peut-être profiter à la recherche scientifique, et nous allons bien sûr parler de cet aspect du problème avec nos invités, le docteur Raymond Martineau, que vous reconnaissez, et le docteur Gisèle Novakovic, docteur médecin à l'hôpital de la Timone à Marseille et spécialisé justement dans les recherches en cryobiologie. Mais je voudrais qu'on revienne, docteur, sur le film qu'on vient de voir. Je voudrais connaître votre sentiment aujourd'hui, 10 ans après. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous espérez
revivre un jour avec Monique? Bien sûr, oui. Ben, ça, c'est une conviction personnelle, ça n'a rien de scientifique. Scientifiquement, on ne peut rien dire, c'est dans le futur. C'est dans le futur, on ne peut pas prouver dans le futur d'une façon certaine. Hein. Oui. Moi, je pense, c'est une conviction personnelle, hein, puisqu'on peut greffer tous les organes. Il vous est bien sûr venu à l'idée, Raymond Martineau, que vous pouviez décéder vous-même avant que la science soit en mesure de donner suite à votre tentative. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passera donc? Eh bien, mon fils s'occupera de moi. J'ai laissé des instructions à la mairie, à la préfecture, pour qu'on me mette à côté d'elle. Et puis, l'expérience continue, la tentative scientifique continuera son chemin. Est-ce que vous avez déjà éprouvé une envie irrésistible d'ouvrir ce sarcophage, en quelque sorte, pour voir dans quel état était Monique? Pour le moment, c'est pas possible, parce que il y a d'abord, on ne touche pas à une sépulture, c'est une loi, un rite millénaire. Deuxièmement, si on ouvre, on fait rentrer de l'oxygène, on oxyde les tissus, c'est-à-dire qu'on accélère les réactions physiques et chimiques, et on met du givre. Et puis pour enlever le givre, c'est arrivé une fois à la suite quand ça a été découvert, il faut être à 5, enlever les givres, voilà. Enfin. À combien estimez-vous vos chances de réussite? Sans rien, un pour 1000, rien. Et à quel horizon? Avec changement d'organes, 20%, 30%. Docteur Novakovic, est-ce que vous croyez qu'on pourra un jour réanimer Monique Martineau? Je ne sais pas. Ça revient à vous demander ce qui se passera si on tente de réchauffer son corps. Aujourd'hui, on est conduit à l'échec. C'est clair, ça a été dit par Alain Larez au cours du film. Mais c'est vrai que l'espoir des gens qui travaillent dans la cryobiologie, c'est d'essayer de prolonger les organes ou des tissus. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'en tuer un organe, le congeler pour le réimplanter plus tard sur un organisme vivant? Alors aujourd'hui, la réponse est non. Par contre, on peut dire ce qu'on fait. Ce qu'on sait faire dans les laboratoires de cryobiologie et que l'on fait tous les jours aujourd'hui en France, dans une trentaine d'équipes dans le pays, c'est congeler d'une part des cellules qui seront capables de remettre en marche l'usine que constitue la moelle osseuse en fabriquant les cellules sanguines. C'est-à-dire on congèle la moelle osseuse et on peut reconstituer un malade qui a eu de très fortes doses de chimiothérapie et une radiothérapie. Ça, Qu'est-ce qu'on peut garder par congélation d'autres? Alors on garde des artères. Des artères entières? Oui, des veines, des valves cardiaques et des os. Et puis on garde aussi de la peau. Et puis il ne faut pas oublier la cornée, qu'on ne sait pas aujourd'hui congeler, mais que ces mêmes laboratoires de congélation conservent dans un milieu qui entretient la vie de la cornée jusqu'à ce qu'elle soit greffée environ 30 jours. Qu'est-ce qu'on peut attendre des progrès dans cette technique? Alors je crois que le pas supplémentaire, c'est effectivement de savoir congeler les organes. Mais on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour imaginer que la paroi vasculaire est quelque chose de fin, que l'antigel qu'on va ajouter à ce tissu d'origine humaine... Je comprends pas là. Il s'agit de congeler, vous me parlez d'antigel? Oui, on congèle, mais si vous congelez un morceau d'artère sans rajouter un antigel, vous allez tout casser. Et on ne récupérera absolument pas la structure. Il ne faut pas que la glace se forme, c'est ça? Exactement, il ne faut pas que les cristaux se forment. D'accord, alors là on en revient au problème de Raymond Martineau. Qu'est-ce qui empêche, puisqu'on est au bord de pouvoir congeler un organe, de passer de la partie au tout et d'envisager de congeler un être humain dans sa totalité? Permettez-moi de vous dire qu'on n'est pas au bord de savoir congeler les organes aujourd'hui. On ne sait pas le faire. Est-ce que le même antigel, je préfère cette formule, pourrait servir à tous les organes? Absolument pas. Chaque type de cellule, chaque type de tissu a un antigel spécifique et par ailleurs une descente en température spécifique. On descend pour certains tissus, on descend très très lentement. Pour d'autres tissus, on peut être amené à descendre très très vite en température. Or, dans le cas de Monique, la totalité de ses organes est descendue en température de la même façon. Oui. Alors, puisqu'on est dans l'émission mystère, qu'est-ce que le secret de la vie? La vie, ce sont les réactions chimiques et physiques qui sont liées au sein de la cellule. Et le jour où l'on saura les réactions chimiques et physiques au niveau, on saura les suivre au niveau moléculaire et atomique,
À ce moment-là, on saura premièrement guérir le cancer, le sida et toute maladie génétique et autres. On saura freiner, deuxièmement, le vieillissement, sinon supprimer, parce que ça ferait un rendement de 100% ou un rendement plus grand que 1. Et troisièmement, on saura réanimer des corps congelés, des organismes congelés. Pour conclure, je reprends ce que je disais tout de suite après le film. Est-ce que vous pensez que quoi qu'il arrive, même si le docteur Martineau ne parvient pas et ne verra jamais sa tentative couronnée de succès, qu'en revanche, ce qu'il a tenté peut servir à la recherche scientifique si un jour on ouvre ce sarcophage, qu'on examine le corps de Monique Martineau? On apprendra des choses? Bien sûr. Ce sera un enrichissement pour la science, de toute façon, parce que je crois que M. Martineau est un pionnier, que son histoire est très émouvante, et que c'est une tentative peut-être sûrement unique en France, et que si un jour on est autorisé à effectivement voir ce qui s'est passé, eh bien il faudra que les scientifiques se penchent sur ce cas. En tout cas, Raymond Martineau, il est normal, je crois, que l'on vous souhaite que votre défi, votre pari, qui peut paraître à certains insensé, ne soit quand même pas sans aucun résultat. On n'est jamais sûr du futur. Merci beaucoup, docteur. Merci, madame. Des histoires de maisons hantées dans lesquelles, avec ou sans apparition, se déroulent des phénomènes étranges, de ces habitations invivables qui secrètent le malaise, voire la maladie, on en connaît beaucoup. Mais ce qui est très intéressant dans le film que vous allez voir maintenant, et qui d'ailleurs n'a pas été tourné dans le véritable château où ces phénomènes ont eu lieu pour des raisons de confidentialité, ce qui est intéressant, ce sont les facultés psychiques mises en œuvre par ceux qui apparemment sont capables de faire revivre le passé de ces vieilles demeures. Regardez. Quelque part en Europe, blotti au creux d'une vallée, se dresse un étrange château. Enveloppé d'une atmosphère lourde et pénétrante, il laisse à tous ceux qui l'approchent une impression de malaise. Au village, on le dit maléfique et hanté. On dit aussi que personne ne peut y rester. D'ailleurs, les propriétaires s'y succèdent, s'en séparant toujours à la suite d'expériences dramatiques. La nouvelle administratrice, Monique Deval, a tenté de percer le mystère de ces lieux. Il y avait toute une série de gens dans le village qui considéraient que ce château avait une espèce de malédiction, avait vraiment une très très mauvaise réputation. Pour moi, c'était les châteaux hantés, tout ça, c'était des fantaisies de l'imagination qui me touchaient très peu. Mais Monique constate très vite que tous ceux qui viennent au château sont assaillis par d'étranges sensations. Alors, sans trop y croire, elle fait appel à un groupe de recherche qui va tenter de pénétrer la mémoire des lieux. D'emblée, si vous voulez, on a été saisis par l'atmosphère particulière du lieu. C'était pesant. Quand on est arrivé, le sentiment d'une énergie qui stagnait là et qui attendait de se réveiller, bien sûr. Dès leur arrivée au château, tous les membres du groupe ressentent une atmosphère pesante et inhabituelle. Guy Debrun n'échappe pas à cette règle. Cette impression est inquiétante et persistante. Ce qui est impressionnant dans le château, c'est que quand on l'approche, il y a comme un bouclier autour. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une force qui rayonne et qui n'attire pas nécessairement. Il apparaissait tout de suite qu'il y avait des énergies puissantes qui étaient en œuvre dans ce château. Pour André Dapré, qui dirige le groupe, cela n'a rien d'anormal. Toutes les vieilles bâtisses ont leurs secrets, leurs fantômes, leur histoire. Pourtant, il est bien loin d'imaginer à cet instant ce qu'ils vont découvrir dans le passé du château. Alors qu'ils sont tous réunis dans la même pièce, ils entendent soudain des bruits de pas lourds au rez-de-chaussée. Quelqu'un se serait-il introduit dans le château? Monique s'est aussitôt précipitée et se trouve face à une vieille femme en haillons. Elle sortait des propos tout à fait incohérents en me disant qu'on n'avait pas le droit d'être là. Enfin, les autres personnes étaient un petit peu effrayées, se demandaient ce qui se passait. Et un petit peu à la fois, il y a une espèce d'ambiance de peur qui s'est installée. Qui était cette femme? D'où venait-elle? Pourquoi semblait-elle leur en vouloir d'être ici?
Autant de questions qui restent pour l'instant sans réponse, mais cette apparition reste gravée dans leur mémoire, leur laissant un vague sentiment d'oppression et d'angoisse. D'ailleurs, en montant à leur chambre, Martine Menneteau et Anouchka Caranta vont à leur tour être perturbés par des ombres étranges. Ça a été quelque chose de curieux. Il y avait des manifestations d'ombre, de personnes qui passaient dans les couloirs sans que nous sachions très bien s'il y avait réellement quelqu'un ou si c'était le fantôme du lieu qui était en balade. Quelque part, c'était très impressionnant. Dès le lendemain matin, André Dapray et son équipe vont tenter de remonter dans le passé du château. Pour amener les membres du groupe à un état de conscience modifié qui doit leur permettre de capter des perceptions extrasensorielles, André Dapray applique les règles d'une pratique nommée sophrologie. Le calme et l'obscurité sont absolument nécessaires pour déclencher cet état qui ne peut survenir que si chacun est parfaitement décontracté. Monique Deval doute fort des résultats. Au départ, j'étais extrêmement sceptique, je me demandais ce que je faisais là, j'étais extrêmement négative par rapport à cette technique et à ce qui se passait là. C'est simplement en leur parlant qu'André Dapray prépare les membres de son groupe de travail. Je fais la mise en état alpha, comme on appelle ça, c'est-à-dire que je les amène dans un état qui se trouve entre la veille et le sommeil. Ils arrivent à un moment où ils ne sentent absolument plus leur corps, il n'y a plus que leur esprit qui fonctionne et qui à ce moment-là devient hypersensible, hypervigilant. En sophrologie et dans cet état alpha, tout ce qui est imaginaire devient réalité. Très vite, des visages d'enfants vont s'imposer à eux. Et les images que nous voyons, c'était des images d'enfants. Et en parlant, nous nous apercevons souvent que d'autres ont vu la même chose, que d'autres ont vécu et ont ressenti les mêmes choses. Et quelque part, ça nous conforte dans ce sentiment de vérité qui est tellement impalpable. Mais cela n'est pas suffisant. André Dapray va essayer de canaliser les esprits pour avoir plus de précision sur le château. Je crois que dans tous les châteaux qui ont eu vraiment une histoire ou qui ont un rôle à jouer, il y a au moins un gardien du seuil, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu affaire avec le château et dont l'âme est restée là pour veiller aux événements, et puis par attachement, bien souvent. Sous l'impulsion d'André Dapray, les images se précisent et deviennent plus denses. Et soudain, dans l'esprit de tous, surgit une image nouvelle et merveilleuse semblant venir du fond des temps. Chevalier. Tenteur du secret que tous ici cherchent à percer. À un moment, l'une des participantes me parle au nom de ce chevalier blanc sur son cheval blanc qui représentait donc toute une espèce de pureté spirituelle, si vous voulez. Et puis, à un moment, elle me décrit le personnage que j'étais. J'étais le page ou le protégé de ce chevalier blanc, etc. Et que nous sommes partis en croisade. Nous sommes arrivés en Palestine, à Saint-Jean d'Acre, et j'ai été tuée par une lance. J'étais à peine arrivée en Palestine. À partir de là, j'ai commencé à voir les choses d'une autre manière, parce que il y avait de nombreuses années d'ailleurs, je me suis trouvée à Saint-Jean d'Acre, sur le mur de cette forteresse, à rester là, pétrifiée à cet endroit-là. Monique est extrêmement troublée par ces révélations qui l'impliquent personnellement dans l'histoire du château. Est-ce pour cette raison qu'elle s'y sent étrangement bien? Y serait-elle venue dans une autre vie? André Dapray lui conseille de se joindre au groupe de recherche dès la séance suivante. Peut-être doit-elle elle-même trouver le secret du château. Malgré ses réticences, elle se laisse convaincre et se joint au groupe.
Étrangement, Monique ne rencontre aucune difficulté pour arriver à cet état de conscience modifié qui permet, selon André Daprey, d'accéder à des mondes parallèles. Et tout de suite, elle voit le chevalier. Il s'impose à tous à nouveau. Pourquoi revient-il? Que veut-il leur dire? Il semble s'enfoncer dans les entrailles du château. Le secret est-il enfoui si profondément? Il les entraîne vers des cours d'eau souterrains. Il semble que l'eau soit un élément fondamental du secret. Pourtant, la région est plutôt sèche et de mémoire d'homme, il n'y a pas de rivière sous le château. Cette autre mémoire, celle des pierres, serait-elle en train de leur révéler une vérité oubliée? Après chaque séance, André Daprey réunit le groupe pour que chacun raconte ce qu'il a vu en détail. Cette fois, comme depuis plusieurs séances, l'eau est l'élément dominant de leur vision. L'eau représente la pureté, mais peut aussi véhiculer des forces souterraines dangereuses si elles ne sont pas maîtrisées. L'atmosphère maléfique qui règne dans le château viendrait-elle de ces courants profonds et puissants? Lors des séances qui vont suivre, le chevalier, leur guide, leur impose des images d'eau de plus en plus précises. Je me souviens très bien d'une chose qui m'a particulièrement étonnée. On sentait des courants d'eau circuler sous le château. Je voyais au fond du parc, je voyais une source d'eau chaude. Et curieusement, quand on m'a demandé est-ce que je voyais à quelle profondeur, je voyais 75 mètres. Je n'ai aucune notion qui me permette d'expliquer ça. Trouver qu'elle était à 75 mètres, savoir quelle était la composition de l'eau, c'est une chose que je ne sais pas faire. Les membres du groupe captent-ils vraiment les souvenirs du château? Ou s'agit-il de suggestions émises par André Daprey, qui déclencheraient dans leur esprit certaines visions? On arrive très rapidement à des phénomènes dits interprétatifs. C'est-à-dire qu'en fait, on interprète des projections inconscientes très, très fortes, très puissantes, comme étant quelque chose issu de la réalité. C'est-à-dire faire coller nos propres désirs ou nos propres images d'imaginaire, d'inconscient, avec la réalité, dire la réalité, eh bien, c'est comme ça. Ça, c'est extrêmement dangereux parce que ce sont des phénomènes projectifs, des phénomènes interprétatifs. Ça n'est pas la vérité. Après cette expérience, Monique passera des heures à lire et à relire ses notes. Elle veut vérifier ses informations. Pour en avoir le cœur net, elle fait appel à un sourcier qui va immédiatement lui confirmer que 5 sources différentes circulent sous le château. Stupéfaite, Monique décide d'appeler une entreprise pour effectuer des travaux de forage. Ainsi, elle pourra savoir. Ah oui, certes. Nous avons foré et nous avons trouvé précisément à la profondeur prévue, nous avons trouvé l'eau, nous l'avons fait analyser et nous avons trouvé dedans les sels minéraux et les éléments que nous avions reçus en information sophrologique. En plus d'avoir déterminé l'emplacement des cours d'eau souterrains, le sourcier indique à Monique que le château est sans aucun doute bâti sur de puissantes forces telluriques. Monique tient également à vérifier cette information. Pour cela, elle fait appel à un géobiologue, Jean-Pierre Ingrand, qui se rend sur place pour étudier le terrain. Jean-Pierre Ingrand va confirmer que plusieurs failles, dont une très importante, se croisent et s'opposent sous terre à l'emplacement du château. Non contrôlées, ces forces peuvent être négatives et contribuer à provoquer des impressions de malaise chez les gens. Au niveau du château, mon travail a été essentiellement de repérer en fait le rayonnement de la Terre et d'essayer de mettre en évidence la présence de ce rayonnement tellurique. Pour ma part, j'ai eu l'occasion, dans l'expertise, de relever plutôt la présence d'une faille géologique. Donc la présence d'une rupture de sol relativement importante et qui manifeste un déséquilibre sur le plan énergétique, notamment par le biais d'une confrontation de ces roches qui crée un champ magnétique important et qui fait varier le champ magnétique terrestre. Ces intensités particulières peuvent être aussi ressenties par des personnes particulièrement sensibles. Désormais, Monique est sûre de détenir les secrets du château, car elle pense en avoir la preuve. Elle a fait appel à des spécialistes et ils ont transformé des visions floues et incertaines en certitudes scientifiques. D'où viennent les images et les informations qui se sont imposées à Monique et au groupe de recherche? Aurait-il, à l'aide de la sophrologie, capté la mémoire des lieux jalousement gardés pendant des siècles par le Chevalier Blanc? Ou s'agit-il d'un délire collectif dirigé par André Daprey qui aurait abouti par hasard à des réalités concrètes? Ce qui est tout à fait surprenant dans ce qu'on vient de voir, André Daprey,
c'est que certaines des visions des membres de votre groupe ont pu être vérifiées après coup, je pense à l'eau, etc. Mais enfin, il n'est pas interdit de penser non plus que vous avez peut-être été aussi l'instigateur d'un certain nombre de ces visions. Alors là, j'ai une réponse très facile. Lorsque j'ai été demandé, je ne connaissais pas du tout le château où l'on allait. Tous les membres de mon groupe n'en savaient rien non plus. C'était la surprise totale en arrivant. On n'avait aucune information. Bon, docteur Perève-Genet, vous êtes médecin, cardiologue et psychiatre, qui est assez rare. On vous a entendu un court instant dans le film, vous êtes très très sceptique sur cette utilisation, en tout cas, de la sophrologie. Je connais très bien le centre de sophrologie de l'hôpital Saint-Antoine, qui s'occupe particulièrement des problèmes effectivement d'algie, donc de douleur. Je ne connaissais pas du tout la sophrologie transpersonnelle. Il y a plusieurs notions qui s'affrontent, je dirais. D'une part la sophrologie, d'autre part des états de conscience qui ressemblent à ce que nous appelons nous l'hypnose, et dans laquelle, dans l'hypnose, on peut effectivement faire, entre guillemets, prenez pas ça mal, monsieur Dapré, mais on peut faire effectivement délirer qui on veut. Oui, mais je dirais, on peut faire délirer, attention, pas peut-être qui on veut, mais des personnalités avant tout fragiles. Mais je voudrais dire qu'il y a une grosse différence entre la sophrologie et l'hypnose. La sophrologie est une méthode permissive, les personnes gardent entièrement leur libre arbitre à tout moment, et il n'y a de ma part aucun pouvoir. Aucune manipulation consciente, peut-être. Est-ce que ça peut être dangereux, ce que vous faites faire aux membres de votre groupe? Non, non, absolument pas. La technique n'est pas dangereuse. Ce qui peut être dangereux, c'est le thérapeute, s'il connaît pas bien son métier, s'il devient directif, s'il impose quelque chose aux participants. Il faut surtout laisser considérer que l'inconscient est un gardien du seuil, et il faut lui laisser l'initiative, il ne faut pas essayer de l'embarquer sur un terrain où il ne peut pas aller. Si on le laisse faire, il ne laissera passer que ce que la personne peut supporter. Oui. Qu'est-ce que vous appelez le gardien du seuil? L'inconscient. L'inconscient. C'est l'inconscient que je compare à ce qu'on appelle dans des sociétés initiatiques le gardien du seuil. Mais alors vous avez accès à cet inconscient ou pas? Bah, bien sûr. C'est donc relativement dangereux. Absolument pas. Quel danger ça présente? Quel risque, docteur Perève-Genet, selon vous? À partir du moment où vous touchez à l'inconscient des individus, vous touchez à des forces profondes qui sont existantes, qui sont véritablement réelles. Et quand on fait justement de la psychanalyse, on s'aperçoit que nous sommes tous véritablement télécommandés par des forces inconscientes et qui sont réelles. Un exemple qui est en général très critiqué. On dit dans notre métier que l'oubli n'existe pas, que c'est un acte manqué. C'est-à-dire que quand on oublie le cadeau qu'on voulait faire à son meilleur copain, qu'on l'a oublié chez soi, on se dit tiens, je l'ai oublié, c'est quand même idiot, je vais aller le rechercher. La traduction inconsciente, c'est l'inconscient a dit tu ne feras pas ce cadeau. Reste à décoder pourquoi l'inconscient a dit ça. Mais n'empêche que c'est un acte manqué. Et ceci est un exemple grossier. Mais dans la pratique courante, tous nos actes reposent sur des télécommandes inconscientes extrêmement puissantes. Alors, les manipuler ou agir dessus, vous imaginez tout ce qu'on peut justement imaginer dans ce domaine. Je crois que c'est effectivement dangereux. Je vous présente pas votre voisin, Jean-Michel Thibault, parce que lui, il a écrit un roman, tout à fait passionnant d'ailleurs, mais qui montre à l'évidence qu'il croit au pouvoir mental, au pouvoir du psychisme. Alors, ce roman, on ne peut pas vous le raconter, ça s'appelle L'enfant qui venait du froid. C'est une histoire absolument extraordinaire et incroyable. Comment la résumer en 2 mots? La résumer, c'est difficile, mais c'est l'histoire d'un enfant qui est manipulé par les services secrets de l'Est, et un enfant qui a des pouvoirs paranormaux. Qui est complètement surdoué, psychique. Oui. Oui. Lui, ce dont il parle dans son livre, c'est ce qu'on appelle la psychotronique. C'est-à-dire, dans le fond, une technique qui consiste à se servir du psychisme comme d'une arme. En fait, d'allier, pour la première fois, je dirais, le psychiatre et le sophrologue. Et vous avez eu accès à des dossiers de services secrets, pour rien vous cacher, de l'ex-Union soviétique. Oui, pour rien vous cacher, je suis resté 20 ans au ministère des Armées.
donc j'ai démissionné à la sortie de mon premier roman et j'ai eu accès à certains dossiers confidentiels. À votre avis, est-ce qu'on peut tuer quelqu'un par la force du mental? Oui. Et je dirais même mieux, il existe actuellement un dossier secret. Le dossier s'appelle la mission Pandora. Et en fait, on s'était aperçu, mais là, ce n'est même plus un choc mental provoqué par l'homme, mais un choc mental provoqué par des machines mises au point par les soviétiques. En 1962, à l'ambassade des États-Unis à Moscou, on s'aperçoit que l'ambassade est bombardée d'ondes. Les Américains se posent des questions. On enregistre ces ondes, on se dit, tiens, peut-être que les Russes ont mis au point un système pour nous espionner. Ce n'est pas ça. Peut-être ont-ils inventé un système pour brouiller nos émissions. Ce n'est pas ça non plus. Et donc, la CIA s'intéresse de très près à cette question et on étudie ce que l'on appelle le signal de Moscou. On l'étudie en laboratoire, on reproduit donc ces ondes qui sont des ondes de rayonnement ultraviolet. Et des ondes qui pourraient être émises par un être humain? Qui étaient émises à l'origine par des êtres humains et qui ont été reproduits en laboratoire, donc mécaniquement. Et on s'est aperçu au bout du compte que ces ondes et ces bombardements répétés provoquaient des cancers du sang, leucémie. 3 ambassadeurs successivement sont morts du cancer et l'affaire a éclaté en 1976 quand elle a été révélée par le Boston Globe. Les pouvoirs, ce qu'on appelle parapsychologiques, pourraient permettre d'inoculer le cancer à quelqu'un. Oui. Est-ce que les militaires français font des recherches aussi sur l'utilisation éventuelle à des fins, je ne sais pas moi, de renseignement ou autre, des pouvoirs dits parapsychologiques? Oui, on a commencé, mais avec beaucoup de retard. Hein. Les Américains s'y sont mis à peu près dans les années 60, mais nous, avec beaucoup de retard. Alors pour en revenir à notre sujet, j'imagine que vous, Jean-Michel Thibault, les facultés mentales mises en œuvre dans cet étrange château par André Dapré et son groupe, vous y croyez complètement? Ah oui, j'y crois, mais j'ai un pied dans le rationnel et un pied dans l'irrationnel. Je me dis, peut-être que ce château, bon, c'est vrai qu'il y a une accumulation d'énergie dans ce château, un petit peu comme des batteries, quoi, et que à certains moments, ce château les restitue, et il y a des gens qui sont des récepteurs et qui peuvent aussi, mais je me dis aussi que Monsieur Dapré a peut-être des pouvoirs dont il ignore évidemment, je dirais, l'origine, et qu'il est peut-être capable aussi d'agir sur son environnement. C'est toute la question qui est posée. C'est toute la question qui est posée. Alors là, je réponds absolument pas. Mais ce qui se passe, c'est que tous les gens qui sont dans mon équipe, et même la plupart des personnes qui sont dans cette salle, ont des pouvoirs psychiques. En tout cas, et ce sera le mot de la fin, le docteur Perrève-Jeunet a quand même certainement raison, je suis sûr que vous êtes d'accord au fond de vous-même, de mettre quand même en garde contre des incursions non préparées dans tous ces domaines. Bien sûr. Non, mais je le dis pour les téléspectateurs qui suivent Mystère avec beaucoup de fidélité. Attention, terrain dangereux, on est tous d'accord. Hein. Surtout sur les personnalités fragiles. Merci Jean-Michel Thibault, merci messieurs. Voilà, on se quitte quelques instants et on se faisait pleuvoir. Les spécialistes appellent psychokinèse, d'une façon générale, l'influence de l'esprit sur la matière. Cette faculté, que naturellement très peu de personnes possèdent, expliquerait toute une série de phénomènes, les plus connus étant les déplacements d'objets dans l'espace sans intervention physique. Cette capacité peut également être involontaire, inconsciente, c'est-à-dire se déclencher en dehors de la volonté du sujet. Eh bien, le jeune Américain dont nous allons maintenant vous raconter l'histoire, Don Decker, était très certainement un sujet très très doué. En effet, à une certaine époque de sa vie, partout où il se trouvait, il se mettait à pleuvoir. À moins que le cas de Don Decker relève d'autre chose, de beaucoup plus troublant, et qu'il ait été possédé, comme il le pense encore aujourd'hui. En Pennsylvanie, a lieu l'enterrement de James Kisbar, mort à 63 ans d'une cirrhose du foie. Personne dans la famille ne savait ce qui s'était passé. C'était un peu comme si le bien combattait le mal.
C'est comme ça que je le voyais. Le mal était parti et j'espérais que les choses allaient changer à partir de ce moment-là. Oh mon Dieu. Il y en a sur tout le mur. D'où ça vient? Regarde la moquette, c'est tout mouillé. Apporte-moi des casseroles ou un seau. Je vais appeler Ron. Le téléphone a sonné. C'était mon locataire, Bob. Il m'a dit, il faut que vous veniez, on a un problème. Je lui ai demandé quel était ce problème. Et il m'a répondu, je peux pas vous le dire, mais il faut que vous veniez. Ça m'a convaincu que j'étais la cause de tout ça parce que ça me suivait. Il a commencé à pleuvoir dans la maison quand j'y étais. Ils y vivent depuis longtemps et il s'était jamais rien passé dans cette maison. Alors je me suis rendu compte que ça venait de moi. On le possédait. Et je pense qu'il était la cause de tout cela. Les phénomènes étranges continuent de se produire pendant 3 jours. Et devant les appels incessants des Kev, à cause du profond traumatisme de son enfance, où a-t-il été la victime innocente d'une entité maléfique? Alors là, c'est complètement hallucinant. Vous venez de voir ce film, on a peine à y croire. Et comme on vient de le dire, 10 témoins, dont Don Decker, bien sûr, lui-même, qui est totalement crédible, et 9 autres témoins, parmi lesquels des policiers, des gens dignes de foi, qui peuvent attester que partout où il se trouvait, il faisait pleuvoir. Alors, Vladimir Verovaki, vous étudiez les phénomènes paranormaux, vous êtes biologiste et psychologue. Hélène Renard s'intéresse également beaucoup aux phénomènes parapsychologiques. On n'y comprend rien. Alors, la question est bien posée. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre en lui, psychokinèse ou possession? Faites-nous une analyse de cas, Vladimir Verovaki. Alors, dans ce cas précis, on se trouve devant un poltergeist, je dirais entre guillemets, poltergeist aquatique. C'est extrêmement rare, mais nous en connaissons plusieurs cas. Parmi les cas que je connais, parmi les plus extraordinaires, c'est le poltergeist Suzano, poltergeist au Brésil, où une pièce entière s'est remplie d'1 mètre d'eau, et quand on ouvrait des portes, l'eau restait comme coupée au couteau, comme un aquarium sans mur. Elle coulait pas, c'était pas de l'eau. Elle ne coulait pas. Bon, alors, la question, je voudrais y revenir. Est-ce que c'est lui, Don Decker, qui provoquait ça, ou est-ce que c'était, Hélène Renard, à votre avis, quelque chose, je ne sais pas dire quoi, qui s'était emparé de lui? Moi, je penserais plutôt pour cette deuxième théorie. Moi, j'ai plutôt étudié les phénomènes de possession et de possession diabolique. Et il y a dans cette histoire plusieurs phénomènes. Il y a notamment le fait qu'il est projeté avec une violence énorme. Ça, dans tous les cas de possession et d'exorcisme, on le reconnaît. Il y a aussi la très mauvaise odeur qui se retrouve dans plusieurs cas aussi de possession. Il y a enfin l'eau. Moi, ça me surprend parce que si c'était vraiment diabolique, ce serait plutôt le feu. C'est-à-dire, je crois que ceux qui provoquent des incendies sont plus nombreux que ceux qui provoquent des inondations. Ouais. Alors pour vous, Don Decker, qu'est-ce qui s'est passé? Alors dans ce cas que je trouve extrêmement touchant, il y aurait relativement peu de choses à dire. Un gamin, à 7 ans, il se fait violer par son grand-père. Violé peut-être pendant plusieurs années, je n'en sais rien, mais c'est un secret terrible à porter, un secret psychologique lourd, mais aussi une souffrance physique inscrite dans le corps de ce jeune homme. Il a gardé son secret jusqu'au jour de décès de son grand-père. Il sera à l'enterrement et intérieurement, sans pouvoir franchir le pas de livrer le secret, il est soulagé. Alors, l'eau qui tombe, la pluie qui tombe, au-delà de l'aspect sensationnel et humide, est-ce que sont les larmes de regret de son grand-père? Est-ce que c'est l'eau purificatrice pour laver du péché inavouable ce gamin? Vous êtes convaincu, Hélène Renard, parce que oui, à moins qu'on puisse Vladimir... penser que son grand-père dans l'au-delà, finalement, continue à lui faire du mal. C'est possible aussi. Pour moi, le phénomène de possession est un phénomène réel, puisque l'homme est possédé par lui-même. Mais d'origine psychique quand même, c'est ça? Oui, l'homme est possédé par lui-même, est possédé par ses tensions internes, ses problèmes relationnels, ses problèmes culturels et sociaux, et c'est la dépersonnalisation et la multiplication de ces tensions qui
provoque des phénomènes qu'on appelle la possession. Bien, Vladimir Verovaki, vous restez avec nous pour l'histoire suivante. Vous aussi, surtout Hélène Renard, car cette histoire, vous la connaissez bien, on en parlera après le film. C'est l'histoire de Madame Moranier. Madame Moranier qui poursuit un dialogue pratiquement ininterrompu depuis plus de 20 ans avec son fils Georges qui a disparu. Un cas exceptionnel de communication entre les morts et les vivants. On se retrouve dans un instant. Des centaines de témoignages à travers le monde rapportent que parfois, dans des maisons ou des appartements comme les autres, des phénomènes étranges se produisent. Des bruits se font entendre et des objets se déplacent seuls comme si une force invisible agissait. Une force que certains affirment venir d'un autre monde. Cette mystérieuse expérience, Jeanne Moranier va la vivre en 1973, quelques mois après la mort de son fils Georges, âgé de 29 ans. Toutes les croyances et les certitudes de Jeanne en seront bouleversées. Quelque temps après son décès, peut-être je n'ai pas fait attention parce que je ne m'y attendais pas du tout, peut-être 3 ou 4 mois après, je me suis aperçue que des objets changeaient de place dans mon appartement. J'entendais des coups, très légers, très discrets, sur le piano en particulier, sur les meubles, sur les cloisons. Une nuit, Jeanne et son mari dorment tranquillement, quand soudain... Paul ? Jeanne est intriguée et inquiète. Une musique semble venir du piano. Quelqu'un se serait-il introduit dans la maison? Un peu effrayée, elle se dirige vers le salon. C'est étrange. Cette mélodie lui est si familière. Mais il n'y a personne dans la pièce. Le piano joue seul. Jeanne est sidérée. Elle a reconnu la chanson préférée de son fils défunt. Georges m'a confirmé que tout voyait part à la survivance. Son premier objectif a été naturellement de me faire comprendre qu'il était vivant. Jeanne n'est pas croyante. Elle est persuadée que l'âme ne survit pas après la mort. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de penser à son fils Georges. Serait-il là, tout près d'elle? Georges me reprochait mon matérialisme, ce qu'il appelait mon matérialisme, c'est-à-dire mon incroyance. Il me le reprochait et je lui avais dit, écoute, moi, je veux bien, moi, qu'il y ait un Dieu, mais il faudrait me le prouver. Eh bien, c'est lui qui, après son décès, me l'a prouvé. Jeanne était à ce moment-là bien loin d'imaginer l'importance que ces phénomènes allaient prendre dans sa vie. En effet, quelques jours plus tard, elle va constater en rentrant chez elle que certains objets ont été déplacés. Pourtant, il n'y a aucune effraction et personne n'a pu rentrer dans la maison. Jeanne se rend compte très vite que rien n'a été volé. Tous les objets sont là. Rien n'est cassé ni abîmé. C'est comme si un tourbillon avait traversé la pièce, laissant tout en désordre comme une signature. Un parapsychologue qui ne croit pas à l'intervention de l'au-delà m'avait dit, c'est vous qui faites ça. C'est vous, sous l'effet d'un chagrin très grand, une énergie se développe et déplace les objets. Je me suis dit, après tout, peut-être a-t-il raison. Si c'est Jeanne qui provoque ces phénomènes dans sa maison, comment expliquer qu'ils se produisent également chez sa fille Marie, qui habite à plusieurs kilomètres de là? Depuis plusieurs jours, Marie cherche son peignoir qui se trouve habituellement dans la salle de bain. C'est en allant dans le grenier pour y chercher autre chose qu'elle va le découvrir enfermé dans une vieille valise dont elle ne se sert plus depuis longtemps. Quelques heures plus tard, la porte de la salle de bain se met à claquer, comme si quelqu'un était derrière. Pourtant, Marie est seule dans la maison et il n'y a aucun courant d'air.
J'ai tendance à penser que c'est mon frère qui me fait ça, mais rien ne me le prouve vraiment, parce que moi en plus j'ai aussi l'esprit scientifique, j'avais une profession scientifique et je suis très rationaliste aussi. Et bien sûr j'ai des doutes, je ne vois rien, c'est ça, je ne vois pas, je ne peux que constater des phénomènes paranormaux qui se passent chez moi et hors de chez moi. Dans le cas de Madame Moranier, les phénomènes physiques qui rappellent fortement un poltergeist se déroulent dans 3 endroits différents, à son domicile et au domicile de ses 2 filles, donc les 3 endroits étant différents et fort éloignés l'un de l'autre. C'est relativement rare. Janine, la seconde fille de Jeanne Moranier, sans même savoir ce qui se passe depuis quelque temps chez sa mère et sa sœur, va elle aussi être confrontée au phénomène de façon très particulière. Dans la chambre voisine, son petit bébé, tout juste âgé de quelques mois, dort profondément. Quand soudain... J'ai été très surprise en entrant dans la chambre de ne pas le trouver au même endroit, c'est-à-dire que le lit avait été déplacé d'au moins 3-4 mètres. Il n'était plus à l'endroit où il était la veille, il était au milieu de la pièce. Le premier instant de surprise passé, Janine se précipite et heureusement, l'enfant dort profondément. Lorsque ma mère m'a dit que c'était peut-être mon frère qui se manifestait de cette façon pour me prouver qu'il était toujours en vie, ça ne m'a pas trop étonnée parce que d'abord j'étais croyante et je savais qu'il y avait une continuité après la mort. Quelque temps après, Janine va être réveillée au milieu de la nuit par des bruits de vaisselle cassée. Pourtant, dans la cuisine, tout est parfaitement intact. On ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un délire collectif, pour la bonne raison que ces 3 femmes ne vivent pas ensemble. Géographiquement, elles sont très loin l'une de l'autre. Et c'est ça justement qui est intéressant, c'est que chacune a eu ses manifestations dans sa propre maison, dans son propre appartement, et sans rapport avec ce que recevait leur mère. On pourrait parler de délire collectif si elles vivaient ensemble dans le même appartement. Troublée, Jeanne s'est décidée à aller voir un médium qui lui a conseillé de faire brûler des cierges à l'église. Quand j'ai fini par comprendre que c'était vraiment Georges qui se manifestait, que vraiment il y avait une survie, que par conséquent il y avait un Dieu que j'avais nié, ma vie a totalement changé. C'est seulement après que Jeanne ait prié pour son fils que le médium pourra tenter d'entrer en communication avec lui. Désormais, Jeanne est sur le qui-vive. Une nuit, un grincement étrange la fait descendre au salon. Mais cette fois, tout semble normal. Pourtant, Jeanne sent une présence dans la pièce. Les phénomènes physiques sont absolument indispensables parce qu'il faut que l'esprit de l'au-delà attire l'attention des terrestres, des survivants, et il ne peut le faire que par des moyens matériels. Cette même nuit, à plusieurs kilomètres de là, Marie est seule dans son appartement. Son fils Éric est en classe de neige et son mari en voyage d'affaires. C'est dans la chambre d'Éric que vont commencer d'étranges manifestations. Marie cherche d'où viennent les bruits qui l'ont tirée de son sommeil. Et c'est dans la chambre de son fils qu'elle va vivre une expérience qu'elle n'oubliera jamais.
maman, à cette époque-là, m'avait dit surtout n'aie pas peur, si tu vois quelque chose de bizarre, tu penses tout de suite à ton frère et tu lui parles. Georges, si c'est toi, fais clignoter tes phares 3 fois. Et sur le matin, je suis allée donc dans la chambre de mon fils voir la voiture. Elle était toujours sous le lit, toujours au même endroit. Marie veut en avoir le cœur net. Elle veut inspecter la voiture de plus près. Et ce qu'elle va découvrir va être pour elle une preuve supplémentaire de la présence de son frère. J'ai osé la toucher. Et je l'ai vraiment manipulée, j'ai regardé partout et j'ai constaté qu'elle n'avait pas de pile, ce qui est très important. De toute façon, comme disent les enfants, c'est une voiture qui ne marchait plus du tout, elle était cassée, elle était dans le tas de jouets comme ça, qui n'était pas rangé dans la chambre. Jeanne continue de faire brûler des cierges en priant pour son fils. Le jour du rendez-vous avec le médium pour tenter d'entrer en communication avec Georges est enfin arrivé. Jeanne est partagée entre l'espoir et le doute. Est-il vraiment possible que son fils puisse lui parler? J'ai pensé à aller voir un médium pour savoir comment était mon fils, ce qui se passait. La première question, bien entendu, que j'ai posée, c'était « Pourquoi t'es-tu suicidé ?» Parce qu'il s'était suicidé. Il a répondu, pas à moi, au médium, je voulais reprendre ma forme astrale. Il savait qu'il y avait une vie après la mort. Est-ce que c'est toi qui jouais du piano? Oui. C'était moi. C'est par écriture automatique que le médium est entré en contact avec Georges. Jeanne est maintenant convaincue que la mort n'est pas une fin et que son fils est toujours près d'elle. Au bout de quelques mois, elle parviendra elle-même à recevoir les messages de Georges. Très vite, le crayon a fait des courbes, des dessins. Et je sentais une poussée dans ma main. Et la communication est intuitive. C'est-à-dire que je fais le vide dans mon cerveau et que je capte la pensée de mon fils. Je suis persuadée que c'est mon fils qui fait tout cela, que c'est avec lui que je communique. Pour moi, il n'y a pas le moindre petit doute, ce n'est pas possible. Cela fait maintenant presque 20 ans que Jeanne prétend communiquer avec son fils défunt. Il lui aurait même dicté les derniers livres qu'elle a écrits sur cette expérience. Comment expliquer les phénomènes étranges qu'ont vécu Jeanne Moranier et ses 2 filles? Ont-elles inconsciemment provoqué elles-mêmes ces manifestations hors du commun pour se donner l'illusion que Georges était toujours près d'elles? Ou est-il possible qu'il y ait une vie après la mort et que certains défunts puissent nous en donner des signes? Madame Moranier, merci de vous être prêtée à ce film et d'être là ce soir parmi nous. Ce dialogue avec votre fils Georges, il continue aujourd'hui encore? Il continue, mais de façon différente. Nous avons écrit ensemble, enfin c'est lui qui me les a dictés, il m'a dicté 7 livres. Nous avons terminé ce travail. Et maintenant, mon fils me dicte des articles pour les journaux spécialisés qui le lui demandent. Au tout début, vous n'avez rien dit à vos filles. Vous ne leur avez pas parlé de ce qui se passait chez vous? Pas au tout début, parce que je me suis posé beaucoup de questions. Pas au début, mais ce sont elles qui m'ont appelé un jour, l'une après l'autre. Parce qu'il se passait des choses chez elles aussi. Chez elles, voilà. C'est à ce moment-là que nous avons confronté nos phénomènes. Pour vous, bien sûr, ça ne fait pas de doute. Et non, mais en fait, j'ai comprend. mis quand même longtemps à y croire. Malgré tout, j'étais rationaliste. Ces phénomènes se sont produits finalement dans une famille à forte majorité rationaliste. Hélène Renard, on Oui, va c'est retrouver vrai, la mais- même opposition entre Oui, vous et oui. Vladimir Verovaki. Oui, un petit peu. Cela dit, moi, j'ai eu d'autres témoignages. Je les ai d'ailleurs apportés. Là, j'ai quelques lettres. Hein. J'ai eu de nombreux autres témoignages qui vont dans le même sens que ceux de Madame Moranier. J'ai un correspondant belge, là, chez qui, non seulement le fils défunt, il est mort à 15 ans et demi, s'est manifesté chez les parents, aussi chez les frères et sœurs, mais aussi chez les voisines. Alors, la voisine, elle, la tension émotionnelle qui pouvait provoquer les phénomènes, non, parce que la voisine, bon, elle était peut-être un peu triste, mais tout de même pas au point de provoquer les phénomènes.
Et Vladimir, cette tension pourrait aller jusqu'à provoquer l'écriture automatique? Non, pas du tout, mais l'écriture automatique est un des rares phénomènes bien réels, bien assimilé par la psychiatrie, par la psychanalyse, et c'est un phénomène tout à fait réel. On connaît même des multiples cas de créativité sous forme d'écriture automatique. Donc, selon vous, il n'y aurait personne dans l'au-delà pour dicter ces messages? Non, enfin pour moi, je ne suis pas absolu à ce point. Pour moi, l'écriture automatique est un phénomène de dissociation de personnalité où, sous un empire d'un état psychologique très important et tout, on se met à écrire. Il est prouvé qu'on peut écrire très aisément sans contrôler mentalement les mouvements de la main. Et il est prouvé et bien connu qu'on peut rédiger des romans entiers. Il y a le célèbre cas de Chico Xavier au Brésil, qui a un paysan quasiment inculte, qui a écrit 500 romans, tout à fait dans le style... Oui. Je ne vois pas pourquoi on accorderait plus d'importance et plus de crédit à la psychiatrie ou aux découvertes de la psychanalyse plutôt qu'aux théories de la survivance. Ce sont des domaines de réflexion. Mais pourquoi accorder plus de crédit à l'une qu'à l'autre? L'hypothèse, si on peut dire, d'un dialogue avec les défunts, avec notre monde, elle est quand même maintenant sérieusement établie, j'allais dire. Parce qu'il y a beaucoup d'autres exemples que Madame Moranier. Est-ce que ça pourrait nous arriver? À nous tous, à tout un chacun? Non. De mourir? Il faut être un peu médium? Il faut être médium, il faut être tout à fait médium. Ben alors vous le saviez avant que vous étiez un peu médium? Non, je ne savais pas du tout. Mais non, je ne savais pas. C'est la mort de mon fils qui a déclenché certainement cette aptitude à communiquer. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, je voudrais l'expliquer. Pour comprendre la survivance et pour comprendre les phénomènes paranormaux, il faut savoir que nous avons tous, vous, comme moi, comme tous ces messieurs, ces dames, à l'intérieur du corps physique, un corps spirituel. Et c'est lui qui fait le travail. Je communique par exemple avec mon fils, avec le cerveau de mon corps spirituel, par le cortex. Un médium voit des entités, moi je ne vois rien. Hélène Renard et Vladimir Verovaki, je vous remercie, et je vous remercie surtout vous, Madame Moranier, pour votre tonus et votre charisme. Merci, Madame. C'est l'une des énigmes les plus troublantes. C'est même un véritable casse-tête pour la science et surtout pour les médecins légistes. Comment admettre en effet qu'un feu puisse prendre de lui-même, sans apport extérieur, et brûler un corps humain au point de n'en laisser que des restes carbonisés sans rien brûler à proximité? C'est ce que l'on appelle le mystère de l'autocombustion ou de la combustion spontanée. En voici un exemple. Ça s'est passé en Lorraine il y a 17 ans. De l'Antiquité à nos jours, on rapporte plusieurs cas d'un phénomène étrange. Des corps humains réduits en cendres qui auraient pris feu soudainement. Sans explication. C'est ce qu'on appelle la combustion humaine spontanée. Jadis, on pensait que le feu du démon dévorait le corps des alcooliques et des êtres immoraux. Ce mystérieux feu consume ses victimes sans que le décor qui les entoure ne s'enflamme. Pourquoi un corps détruit par le feu ne propage pas la combustion aux organes combustibles, comme du papier, donc quelque chose de fragile, qui se trouve à proximité? Là, on ne comprend pas. Alors que dans une combustion classique, je vous prie de croire qu'un journal froissé à 50 cm d'un foyer naissant, indiscutablement, va brûler rapidement. Et là, c'est pas le cas. Vous savez, en matière scientifique, il y a beaucoup de choses qu'on ignore totalement. Donc quand on ne comprend pas, on dit « je ne comprends pas ». On ne peut pas expliquer en l'état de l'enquête le mode de combustion ou le mode d'inflammation de telle et telle chose ou de tel cadavre. C'est tout, on s'arrête là. Au mois de mai 1977, à Uruf, un petit village situé à quelques kilomètres de Nancy, la vie suit son cours. Ginette Kasmirzak est veuve. Elle a perdu son mari qui a péri dans d'atroces souffrances à la suite d'un coup de grisou. Seule, elle vient régulièrement passer quelques jours chez son fils Alain, instituteur au village.
Madame Kachmirzak n'avait pas réussi à se remettre de la mort de son mari. C'était une femme qui était triste, c'était une femme qui se sentait seule, qui se sentait abandonnée et qui voyait sa vie petit à petit se refermer à partir du moment où ses enfants prenaient leur envol, notamment par le mariage. L'eau pour les fifis. Ils ont soif, les fifis. Ici, tous les habitants ont l'habitude de se coucher de bonne heure, car la journée à l'usine de cristallerie commence à 5 heures du matin. Ainsi, Madame Saller, la voisine de palier de Madame Kachmirzak, se met au lit à 20h30. Elle s'endort paisiblement, sans se douter que quelque chose de terrible se prépare. Au petit matin, Madame Saller est brusquement tirée de son sommeil par une épaisse fumée qui envahit son appartement. L'odeur est insoutenable. Au secours, enfin! À l'arrêt du bus, Mark Young, pompier volontaire, est alerté par les cris de Madame Saller. Il doit briser la vitre pour pénétrer dans l'appartement dont la porte est fermée à double tour. Ce que Mark va découvrir, il ne l'oubliera jamais. Le corps, il avait plus que les deux jambes. Les deux jambes, le bas de la robe. Elle avait ses claquettes qui étaient restées à 10 cm peut-être, qui étaient tombées. Elle était tombée à la renverse sur le dos. Il lui restait juste un bras. Et puis les deux jambes étaient intactes. Les chaussures n'étaient même pas noircies. Quelques heures plus tard, la gendarmerie de Colombelles-et-Belles ouvre une enquête sur la mort mystérieuse de Madame Kachmirzak. En effet, les gendarmes constatent qu'il n'y a aucune trace d'incendie pouvant expliquer l'état du corps de cette femme, à moitié réduit en cendres. Et c'est la première des choses que vont faire les gendarmes. Ils vont décrire les lieux, ils vont décrire notamment tous les objets qui se trouvent dans chaque pièce, l'état de ces objets, mais les gendarmes ne sont pas des spécialistes des problèmes d'incendie, ni, évidemment, ne sont pas des médecins légistes. Le juge d'instruction va à ce moment-là demander à ce qu'il y ait des experts qui viennent, et il va demander à ces experts qu'est-ce qui a pu provoquer l'état dans lequel on a trouvé le cadavre. À son arrivée, l'expert judiciaire procède à son tour à un état des lieux. Mais déjà, il s'interroge sur certains éléments troublants qu'il constate. On va trouver les deux canaris dans leur cage morts, mais ils ne sont pas brûlés, ils ne sont pas noircis par de la fumée, ils ont simplement été certainement asphyxiés par la fumée, mais sans être noircis, ce qui est là aussi quelque chose de bizarre à partir du moment où tout le reste des murs est plein de noir de fumée. L'expert incendie a essayé de comprendre comment le feu avait pu prendre d'abord, et comment ensuite il avait pu brûler à un tel point Madame Kachmirzak. Ensuite, il y a eu des analyses de fait sur les traces trouvées sur les murs et sur une partie du soutien-gorge de Madame Kachmirzak qui avait été trouvée. Sur le bras, il n'y avait même pas de cloque, donc de brûlure au deuxième degré. Alors qu'il y a eu quand même une chaleur importante à proximité. C'est des choses qu'on arrive mal à comprendre. Comme si le feu minait le corps et se concentrait, si vous voulez, dans un espace restreint sur le corps de l'individu et à l'intérieur et en profondeur. Alors que les dents de la victime ont disparu, l'expert retrouve son alliance intacte. Elle n'est même pas déformée par la chaleur.
La cuisinière était un élément qui était important puisqu'il y avait une bouteille de butane. Cette bouteille de butane était fermée et les boutons de la cuisinière étaient fermés. Donc a priori, pas de flamme de ce côté-là. Par contre, on a trouvé une bombe insecticide. Elle était tombée sur le sol, la bombe elle-même était tombée sur le sol, et le bouton pressoir était, lui, sur la gazinière. Ce qui est intéressant pour cette bombe, c'est qu'il y avait du noir de fumée sur la hotte, sauf sur l'emplacement où se trouvait la bombe. Ce qui voudrait dire, a priori, que cette bombe n'a rien à voir avec la mort de Madame Kazmierzak. Consciencieusement, l'enquêteur inspecte chaque recoin de l'appartement pour trouver un indice. Il est particulièrement intrigué par une robe en très bon état, presque neuve, qu'il retrouve dans la poubelle. La question qu'on se pose, c'est suicide, c'est accident, c'est meurtre, c'est autocombustion. Donc, il fallait essayer de trouver les personnes qui avaient les derniers vus ou entendus Madame Kazmierzak. Étape par étape, la gendarmerie tente de reconstituer l'emploi du temps de Ginette Kazmierzak avant le drame. D'après les dépositions, elle était toujours en vie à 19h30, puisque Éric Léonard l'a vue. Qui est là? Oui? Bonsoir madame. Qu'est-ce que c'est? Alain est là? Non, il est à Nancy. Je pensais. Non. Demain, il rentre demain. D'accord. Bon. Les témoins ont aussi donné quelques indications sur les habitudes et la personnalité de la victime. Elle avait très peur des insectes et utilisait fréquemment des bombes insecticides. C'est en général vers 20h que Madame Kazmierzak faisait sa toilette avant d'aller se coucher. Et pourtant, ce soir-là, elle va bizarrement changer ses habitudes. Elle va jeter sa robe neuve dans la poubelle, puis s'habiller comme si elle devait recevoir une visite ou sortir. À 20h20, Jean-Michel Chion et Michel Potier se rendent à l'appartement. Ils ont besoin de peinture pour la préparation d'une fête communale et viennent naturellement faire appel à l'instituteur du village. Oui, bonjour, c'est Jean-Michel. Est-ce que Alain est là? Alain est à Nancy. Revenez demain. Bon, on reviendra demain alors. J'étais parti voir M. Kazmierzak. C'est sa mère qui m'a répondu. Elle m'a pas ouvert la porte. Elle m'a juste répondu que son fils n'était pas là. La gendarmerie m'ont appelé à la mairie pour... comme j'avais discuté avec la femme là, à travers la porte, puisqu'elle n'a pas ouvert. Et puis, d'après la gendarmerie, je serai le dernier à avoir parlé à la dame là. Le parquet de Nancy a prononcé une ordonnance de non-lieu concernant la cause et l'origine de la mort de Madame Kazmierzak. Mais pour certains, le phénomène de combustion humaine spontanée s'explique par l'effet bougie. Un corps humain brûle mal spontanément. Si vous essayez d'enflammer avec un briquet ou un chalumeau un corps humain, c'est très difficile à brûler. Ça va s'enflammer un tout petit peu au niveau de la graisse, mais mal. Et par contre, si la graisse imprègne un autre tissu un petit peu plus solide et moins combustible, là, il y aura cet effet bougie. La mèche va permettre la combustion. Ça, on le comprend. Mais ce qu'on comprend mal, c'est que une autre partie du corps, notamment les jambes revêtues de bas, ne soit pas affecté par la chaleur. Alors qu'il se trouve à quelques centimètres d'un foyer profond. La combustion profonde du corps. C'est ça qu'on comprend pas. Certains psychiatres avancent une autre explication. Une personne en état de dépression extrême pourrait prendre feu spontanément de l'intérieur. Il s'agirait donc d'une sorte de suicide inconscient. Madame Kazmierzak était fragile, puisqu'elle avait fait 2 fois des tentatives de suicide, notamment par le gaz. Les spécialistes sont divisés. Effet bougie, suicide psychique, l'autocombustion humaine demeure aujourd'hui encore un mystère.
Bien sûr, et heureusement, ces cas de combustion spontanée sont très très rares. Mais enfin quand même, depuis cette affaire du RUF, on en a relevé d'autres cas, y compris en France, comme en témoigne ce reportage. Saint-Forgéo, un village ordinaire, paisible et que rien n'aurait dû troubler. L'histoire que vous allez entendre, Daniel Rosac ne l'a jamais racontée en public. Ce samedi 1er mai, vers midi, comme d'habitude, il se rend chez son vieil ami Michel Tomazeski, un vieil homme de 78 ans. Ce qui suit va le traumatiser à jamais. Voilà, je suis arrivé, donc tout content, comme d'habitude, quoi. Je pensais pas à ça. Je suis rentré, j'ai frappé. Comme on m'a pas répondu, j'ai ouvert la porte. Et j'ai vu donc monsieur Michel Tomazeski, assis, le coude sur la table, les lunettes posées, en regardant vers la porte, les yeux jaunes, brûlé, la tête, les cheveux brûlés. C'est là que je l'ai appelé 2 fois. Je suis parti en courant. J'ai fermé quand même la porte avant. Je suis parti en courant, appeler du secours. Ce qui frappe le plus, c'est bien sûr cette position assise. Michel Tomazeski est resté là, sans réaction, face à la fenêtre, comme s'il voulait contempler une dernière fois le décor où il a passé la plus grande partie de sa vie. Non, c'est bon, hein. Parce que celle-ci, je les avais pas vues, hein. Donc ça a dû être pris après. Donc quand les gens sont venus voir et tout, je sais pas quoi, mais je suis choqué là, tout est mis. Que s'est-il donc produit? Seule certitude, la mort a été soudaine et violente. Très vite, l'enquête écartera la thèse du crime, du suicide et de l'accident domestique, laissant la place au mystère. Mais les circonstances exceptionnelles dans lesquelles a été retrouvé le corps font alors penser à ces cas de combustion humaine spontanée. Le scénario à la base est souvent le même. Le corps des victimes est retrouvé carbonisé ou partiellement réduit en cendres sans que rien autour n'ait brûlé. C'est aussi ce qui est arrivé à un quinquagénaire à Paris en 1984. Ce matin de Noël, tout commence le plus banalement du monde. Les pompiers reçoivent une demande d'intervention pour une personne ne répondant pas aux appels. Depuis plusieurs jours, les voisins de cet immeuble n'ont plus vu Léon, un célibataire d'une 50aine d'années. Cette absence a quelque chose d'inquiétant. Lorsque les personnels sont rentrés à l'intérieur de la salle, de la pièce, ils n'ont vu aucune trace sur les murs. Ils nous ont juste perçu une petite odeur un peu particulière, difficile à décrire. Quelques traces de gras sur les meubles autour du lieu que l'on cite. Et enfin, en plein milieu de la salle, sur un parquet en bois, un corps brûlé dans la quasi-totalité. Stupéfaction des pompiers. Au cours de leur carrière, ils n'ont jamais vu une victime d'incendie dans un tel état. Aucun dégât aux étages inférieurs et supérieurs. Les voisins n'ont rien senti, rien entendu, aucun moyen d'extinction utilisé. Origine de la combustion indéterminée. Habituellement, dans les incendies traditionnels, l'enveloppe est touchée, mais pas les organes viscéraux, pas les os intérieurs. Or là, il ne reste plus rien, à l'exception du crâne et des membres inférieurs. Or, le parquet a été consumé légèrement dans l'environnement, et les meubles autour, vous voyez, n'ont qu'une petite pellicule noire, un petit peu de suie éventuellement, mais sont dans l'ensemble intact, et notamment ici, le chiffon n'ont absolument rien. Pour certains médecins, tout peut s'expliquer. Au départ, la personne serait victime d'une crise cardiaque. Puis les gaz de putréfaction produits par le cadavre, mélangés aux gaz intestinaux, se répandraient dans l'air et s'enflammeraient au contact d'une source de chaleur. Le feu serait ensuite entretenu spontanément dans le corps grâce aux graisses qu'il contient, un peu comme une bougie. Les scientifiques s'appuient là sur une expérience réalisée par le professeur David G., un médecin légiste anglais. Autour d'un tube à essai assurant la solidité du système, le professeur G a placé de la graisse humaine et de la peau, le tout enveloppé de plusieurs épaisseurs de tissu fin. Allumé à une extrémité, l'ensemble se consume lentement et totalement. Ce qui se passe, c'est que le cadavre brûle à partir de sa propre substance. C'est la graisse qui est contenue dans les tissus adipeux, qui fait, grâce aux vêtements qui brûlent et qui servent de mèche, c'est la graisse qui sert de carburant et qui alimente ainsi sa propre destruction. Certes, mais tout cela ne dissipe pas le halo de mystère entourant le phénomène, notamment la destruction totale des os. Lors d'une combustion humaine spontanée, les os disparaissent en cendres avec le reste des tissus. Prenons maintenant l'exemple d'une incinération artificielle dans un crématorium. Le four est à 800 degrés, un peu d'oxygène circule,
Là, tous les tissus humains sont détruits, excepté certains os. Le directeur du crématorium a été confronté pour la première fois à une photo illustrant un cas de combustion inexpliquée. Son témoignage est encore plus éloquent. Que les parties les plus difficiles à se consumer sont justement les parties faisant partie du tronc, c'est-à-dire les poumons, les intestins. C'est ce qui se consume le plus difficilement, le plus lentement lorsque le corps est mis dans un four crématoire comme le nôtre. En définitive, dans ces affaires aussi complexes, il est difficile d'affirmer quelque chose. Jusqu'à présent, aucune explication, qu'elle soit rationnelle ou paranormale, ne semble satisfaisante. D'ailleurs, à chaque fois, les autorités judiciaires, après avoir pris connaissance des différents rapports des experts, décident de ne pas trancher et concluent un non-lieu. Mort inexpliquée et inexplicable, affaire classée, comme si rien ne s'était produit. Voilà, j'espère que ces histoires d'autocombustion ne vous empêcheront pas de bien terminer la soirée, ni de passer une excellente nuit. Avant de nous quitter, je vous rappelle les 2 informations essentielles. Pour participer à l'émission 3615 code TF1, et si vous avez des histoires extraordinaires à nous communiquer, vous écrivez à Mystère, boîte postale 2008, 92 518, Boulogne-Cedex. Voilà, ce numéro de Mystère est terminé. À dans un mois. Bonsoir.